à tous, moi c'est Alexandra Burton, je travaille dans le service de réanimation, médecine intensive réanimation à l'hôpital Tenon et là c'est plutôt la casquette membre du groupe FEMIR que j'endosse et c'est mon principal conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors les objectifs de cette présentation, ça va être de parler des discriminations notamment envers les femmes et de montrer à quel point ça a une vraie influence sur notre quotidien en tant que femme. On va d'abord regarder un peu les définitions de ce que c'est que l'égalité de genre. Et ensuite, on va faire un état des lieux dans notre spécialité et aussi en médecine. On ne va pas parler que de la médecine intensive réanimation, mais en majorité. Et puis, on verra, comme l'a un peu dit Olfa, quelles sont les actions pour une meilleure égalité homme-femme dans notre spécialité. Alors, 2 diapos de définition juridique qu'il faut malheureusement intégrer quand même. L'égalité, c'est un droit, ça fait partie de la Constitution et c'est ce qu'on appelle un principe constitutionnel. C'est fondateur dans les systèmes politiques et la loi garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes. L'égalité, c'est pas opposé à différence. On est tous différents, mais on est tous égaux. Et enfin, l'égalité, c'est pas pareil que la complémentarité. On peut être complémentaire sans être égaux. La mixité, c'est la cohabitation entre les femmes et les hommes dans différents espaces sociaux. Et il y a des seuils de mixité, notamment à l'école. Maintenant, on ouvre, contrairement à avant, des écoles mixtes dans l'enseignement supérieur. Néanmoins, cette mixité n'est pas suffisante pour atteindre l'égalité. Et enfin, le principe de parité, c'est un moyen pour réaliser l'égalité dans les processus de décision. Maintenant, il y a une loi sur la parité qui est régulièrement mise à jour, et c'est pour favoriser l'égal accès aux mandats électoraux, aux responsabilités professionnelles et sociales, aux comités d'administration des entreprises. Et on va voir qu'on essaye, nous, de mettre ça en place également dans notre spécialité. On va voir quel impact ça peut avoir, ces principes de parité. Et donc, en droit, une discrimination, c'est un traitement défavorable envers une personne. Et pour ça, il y a besoin d'avoir 2 conditions. Il faut d'abord que ce soit fondé sur un critère défini par la loi, sexe, âge, handicap, et que ça relève, que la situation relève d'un contexte visé par la loi, l'accès à un emploi, un service, un logement. Et le sexisme, eh bien, c'est toutes les croyances et les comportements qui tendent à stigmatiser, délégitimer, inférioriser une personne en raison de son sexe. Alors, où en est-on dans notre spécialité? Là, je vous fais voyager pas très loin, mais en Angleterre, en 2017. Et en 2017, quelle est la démographie des réanimations? Eh bien, en Angleterre, 55% des médecins sont des femmes. Dans les médecins réanimateurs, on est à peu près à 40% de réanimateurs qui sont non titulaires. Et une fois qu'on devient titulaire, vous voyez que le chiffre est divisé par 2. Il n'y a que 20% des femmes qui sont titulaires. Qu'est-ce qu'elles sont devenues entre-temps? Est-ce qu'elles ont arrêté? Est-ce qu'elles se sont... Finalement, elles sont reparties dans une autre spécialité, à l'époque où il y avait encore, par exemple, le desk, elles repartaient peut-être dans leur spécialité d'origine. Est-ce qu'elles se mettent à mi-temps, en tout cas, où elles changent complètement d'exercice? En tout cas, déjà, le premier message, c'est que malgré une majorité de femmes, il y a peu de femmes réanimatrices, encore moins de titulaires. Ça, c'était en 2017. Il n'y avait pas d'explication donnée dans cette étude. Je vous fais revenir en France en 2018. Alors, les femmes en France, c'est 64% des étudiantes en médecine. Et je ne vous apprends rien que ce chiffre continue de croître. Les femmes sont très présentes en médecine. Néanmoins, ce chiffre diminue. Elles sont étudiantes en médecine. Mais une fois qu'il faut s'inscrire à l'ordre des médecins, vous voyez qu'on perd 5%. Et ces 5%, c'est des femmes qui arrêtent. Donc, elles ont fait leurs études de médecine, elles ont passé leur thèse, mais elles ne s'inscrivent pas à l'ordre. Et donc ça, c'est des gens, vous en connaissez peut-être dans votre entourage, qui ont arrêté pour faire complètement changer de vie, ou en tout cas qui ne vont jamais exercer. Ça, c'est plus que les hommes. Il y a plus de femmes qui arrêtent. Parmi l'ensemble des médecins, femmes, elles vont faire 47% de spécialités médicales ou chirurgicales, le reste étant de la médecine générale. Les femmes en France en 2018, eh bien, il y en a 23% des réanimateurs qui sont des réanimatrices. Seulement 20% de ces femmes sont membres de commissions, notamment de notre société de réanimation de langue française, la SRLF. Et seulement 16% sont oratrices dans des congrès.
Enfin, pour la part universitaire, on est à moins de 8% de femmes universitaires. Ça, c'est en 2018. Actuellement, il y a 112 MCU PUPH de médecine intensive réanimation en France. Nous sommes 2 MCU actuellement, dont je fais partie. On est 2 MCU en France et 11 femmes PUPH, MCU au total. C'est 9 PU en France. Alors que le reste des spécialités, on est à un total de 6200 hôpitaux universitaires en France, toutes spécialités confondues, et les femmes représentent 30%. Vous voyez qu'on est la médecine intensive réanimation, la spécialité médicale où il y a le plus faible taux d'universitaires. On est aussi une spécialité médicale avec une grosse prédominante d'hommes, y compris universitaires ou pas universitaires, même s'il y a une tendance à l'amélioration. Hein, sur le plan universitaire, ça progresse peu, voire pas. Voilà, donc ça, c'est un message important. Alors, si maintenant on regarde sur l'Europe, en 2018, où en est la place de la femme? Eh bien, la place de la femme, on voit qu'au fur et à mesure des années, ça c'est le nombre de femmes, en bleu foncé, en bleu un peu plus clair, c'est les hommes, et au fur et à mesure des années, donc on va de 2017 à 2018. On voit qu'il y a quand même une progression au fur et à mesure de ce pourcentage de médecins réanimatrices, au fur et à mesure du temps, et qu'en 2018, bah, on est plus nombreuses à travailler en réanimation. On est aussi plus nombreuses à être jeunes, hein, là c'est 34 ans versus 65 ans. Il y a plus de femmes jeunes qui font de la réanimation, alors que les femmes plus âgées, elles étaient moins nombreuses. Donc il y a une progression, et donc des nouveaux internes, hein, globalement, qui s'inscrivent au DES-MIR. Et puis, si on compare les différents continents, eh bien, vous voyez qu'il y a aussi une disparité. Hein, donc, en bleu ciel, c'est les hommes et en bleu foncé, c'est les femmes. Vous voyez que, par exemple, en Afrique, si on prend l'ensemble du continent, il y a une majorité de réanimateurs à 77% versus 23% de femmes. En Europe, vous voyez que c'est un peu plus progressé. On est à 64% d'hommes et 36% de femmes si on prend l'ensemble du continent européen. Alors, plus récemment, le CEMIR, le Collège des enseignants de médecine intensive et réanimation, à ce moment-là, une enquête qui était gérée par Christophe Guiton du Mans et Stéphane Hermann de Tours. Ils avaient fait entre 2020 et 2021 un échantillon autour de 1350 professionnels réanimateurs, majorité d'hommes, je ne vous apprends rien, 70%. L'âge médian était globalement de 42 ans. Et ce qu'on retrouvait, c'était une majorité d'hommes, bien sûr, et des femmes hein, qui étaient non titulaires, hein, quand même 32% de femmes non titulaires, mais c'est sans doute en lien avec leur âge. Vous voyez qu'elles sont sur la pyramide des âges très jeunes, hein, moins de 40 ans, et que donc, bah, quand on est en médecine intensive réanimation, eh bien, on est assistant hein, dans le tour de la trentaine, 35 ans avant d'être titularisé. Et donc, ça montre quand même qu'on a un mouvement où il y a de plus en plus de femmes jeunes qui arrivent dans notre spécialité. Parmi les chefs de service, hein, 190 chefs de service, très peu de femmes. Et là, pour faire un recueil pour une enquête justement sur les biais envers les patients atteints d'obésité, je fais un recueil justement sur les différents chefs de service en France. En effet, on les compte sur les doigts de la main et c'est souvent dans des petits services de centres hospitaliers régionaux, hein, les centres hospitaliers universitaires gérés par des femmes. Là, on peut les compter sur les doigts d'une main. On continue l'avancée dans le temps. On est maintenant en 2021-2022, toujours une enquête organisée et gérée par le Collège des enseignants de médecine intensive réanimation qui nous disait globalement la même chose, hein, qu'on avait une population de femmes jeunes qui arrivaient dans la spécialité, moins 30, 40 ans, et toujours un pourcentage très faible de femmes avec des responsabilités administratives, type chef de service. On avance toujours dans le temps, on est maintenant en 2021 et en 2021, on est globalement à 2400 médecins qui travaillent en réanimation. C'est très difficile de regarder ce chiffre puisque, bah, voilà, comme je vous dis, il y a des départs à la retraite. Enfin, c'est compliqué d'avoir un instant T le nombre de médecins qui exercent en France. Mais voilà, ils avaient fait un panel globalement de 2400 médecins praticiens. Et dans ces médecins praticiens, globalement, c'était un tiers de femmes et la grande majorité était très jeune. C'est 50% des réanimatrices qui ont moins de 40 ans qui sont des femmes. Donc voilà, la nouvelle génération arrive en masse pour faire bouger tout ça. Alors, les femmes, une fois qu'elles sont réanimatrices, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, dans cette étude de 2018,
sur 27 sociétés savantes de réanimation. Donc ça fait quasiment 56 000 personnes. Et bien dans cette étude, il regardait la proportion de femmes médecins réanimateurs qui faisaient partie d'une société savante, qui étaient simplement membres. Donc pour être membre, il faut payer une adhésion. Et puis grâce à ça, comme la SRLF, on a des formations, on a la possibilité de participer à des commissions, la possibilité de participer à l'organisation du congrès, par exemple. Et on a des offres, notamment de publication, par exemple, si la société savante est rattachée à une revue. Et on voit que malgré le fait qu'il y avait beaucoup de femmes en réanimation, eh bien, elles sont peut-être très peu présentes dans les sociétés savantes. Voilà, par exemple, au Canada, c'est à peine 26% qui en font partie. En Europe, à peine 35% des femmes font partie de sociétés savantes. Idem, dans les restes des pays européens, on est aux alentours de 30%. Donc les femmes, il y en a, mais elles sont peu présentes en tant que membres. Un peu plus au niveau de l'Asie, par exemple la société chinoise, il y avait un peu plus de femmes qui étaient membres. En Océanie, 30%. Donc voilà une proportion modeste, très modeste, de femmes qui font partie de ces sociétés savantes et donc qui font vivre la spécialité au jour le jour. Dans cette même étude, ils ont montré le nombre de femmes qui étaient présidentes de sociétés. Autant vous dire que là, il y a une proportion de présidentes de sociétés savantes qui est vraiment très très faible. Si on regarde les chiffres, c'est entre 0 et 1 globalement sur tous les membres qui ont été présidents entre 2000 et 2017. Vous voyez, la majorité des sociétés savantes que vous connaissez sans doute, vous voyez que sur 9 hommes, il y a eu, 9 présidents, il y a eu 0 femmes, notamment pour les IM, qui est la société savante européenne. Enfin, sur les grands meetings, les présentations que les femmes peuvent faire sur les grands congrès, les grandes discussions scientifiques, il y a une très faible proportion de femmes à nouveau. Là, on est sur une très faible croissance. En plus, entre les années entre 2015 et 2017, on était à 15% de femmes qui faisaient des grands meetings scientifiques. Et là, on est à 17%. Donc, c'est une très faible proportion. Mais dans d'autres congrès, vous voyez, les ICEM, on n'a pas bougé entre 2015 et 2017. Il y a très peu de femmes qui participent à ces présentations. Autre façon de schématiser mon propos, ici vous avez en bleu les étudiants. Ensuite, vous avez les fellows, donc c'est tout ce qui est interne, post-doctorant, qui augmente un petit peu. Et par contre, les membres, on voit quand même qu'il y a une amélioration du nombre de femmes membres de sociétés savantes. Là, on est en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et c'est surtout dans ces pays-là qu'il y a une forte croissance, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, notamment Amérique du Nord, du Sud ou encore de l'Europe. Vraiment, il y a une bonne croissance en Australie et en Nouvelle-Zélande des femmes membres de sociétés savantes. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Pourquoi je vous dis que les femmes, elles sont pas très présentes dans les sociétés savantes? Est-ce que c'est embêtant? Est-ce que c'est pas embêtant? Et est-ce qu'on a une explication? Eh bien, finalement, quand on pose la question aux femmes de leur vécu, de leur ressenti, des comportements, des discriminations sur lesquelles elles ont pu ressentir dans leur parcours, eh bien, quand on les interroge, et donc ça, c'est une enquête qui avait été faite entre 2021 et 2022 par une enquête Ipsos par Donner des ailes à la santé, eh bien, les chiffres qui ressortaient, c'est que 87% des femmes ont été victimes de discrimination. 64% sur leur physique, leur apparence, leur tenue vestimentaire, 57% sur leurs compétences personnelles. Et quand on fait une synthèse de tout ça, 85% des femmes médecins, on ne parle bien que des médecins là, se sont senties discriminées du fait de leur sexe dans leur parcours professionnel, pas forcément universitaire, professionnel au sens large. Et 80% des femmes ont déjà été victimes de comportements sexistes avec des propos choquants, des gestes inappropriés. Et je suis sûre qu'autour du panel là, qui est connecté, j'espère moins les plus jeunes, mais sans doute les plus âgés ou les expérimentés, selon le terme que vous voulez utiliser. Et je suis sûre que voilà, vous avez déjà vu, entendu ou eu des collègues qui ont autour de vous vécu ce genre de choses. Alors, dans cette étude très récente, 2023 de Chanders, qui avait repris 1398 essais contrôlés randomisés, donc des grosses études, dans 12 gros journaux à impact factor, entre 2000 et 2022. Chandler, il s'est intéressé à finalement dire, OK, les femmes, elles publient, il y en a quand même de plus en plus en réanimation,
mais elles disent qu'elles sont discriminées dans leur travail et dans leur parcours professionnel. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a une discrimination? En tout cas, c'est ce qu'elles déclarent. Mais est-ce que finalement, on a des, des données scientifiques disant qu'elles sont vraiment discriminées dans leur parcours? Alors ici, on regarde et on fait un simple constat en fonction du genre. Alors c'est une étude américaine, donc il y a aussi sur les ethnies, hein, ils font beaucoup ça, les Américains. Ils regardent toujours les différentes ethnies. On a moins cette habitude en Europe, même si sans doute ça va venir. En tout cas, là, dans ces premières données, il a regardé la position en termes d'autorship, donc en première hauteur dans les études, hein, sur encore une fois 1400 essais contrôlés randomisés entre 2000 et 2022 dans notre spécialité, eh bien, vous voyez qu'il y a une majorité de papiers qui sont publiés par des hommes. Les hommes sont souvent en première auteur et en dernière auteur encore plus. Donc je vous rappelle que première auteur, c'est je suis le plus souvent plus jeune, je suis dirigé par un mentor qui est lui dernier auteur, je participe à la conception de l'étude, l'analyse statistique, l'écriture du papier. Et le dernier auteur est en gros le mentor, celui qui encadre, qui corrige, qui aide le plus jeune dans cette démarche, dans cette étude. Vous voyez que les derniers auteurs sont vraiment majorité des hommes dans cette étude. Et là, on parle de gros journaux à gros impact factor. Autre fait intéressant, c'est que les femmes qui publient, elles sont à 71% MD, ça veut dire docteur, et elles sont très rarement MD, PhD, c'est-à-dire qu'elles ont rarement une thèse d'université en plus de leur doctorat de médecine. Et donc, ça montre qu'elles sont le plus souvent non universitaires, ou en tout cas avec un bagage scientifique qui est plus léger que quelqu'un qui a fait sa thèse. Et donc, elles ont, peut-être que c'est une justification sur le fait qu'elles encadrent moins de plus jeunes. En tout cas, elles se sentent moins légitimes, je ne sais pas. Donc, cette proportion de femmes première ou dernière auteur est plus faible. Toujours dans cette étude, il montrait la proportion des femmes qui publient, et en plus, donc elles publient moins, et en plus, elles publient dans des journaux à impact factor moins important. Elles ont tendance à se brimer, en tout cas à pas forcément soumettre d'emblée à des journaux à fort impact factor. Par exemple, ici Agir, CCM, JAMA, Lancet ou New England, où là c'est une majorité écrasante d'hommes qui va d'abord tenter de publier dans ces journaux-là, ils sont acceptés, refusés, alors que la femme aura tendance à se dire spontanément, non, mais là ça ne va pas passer dans ce type de journal, donc je vais plus facilement proposer à des journaux à moindre impact factor. Donc, elle publie plus dans des journaux généraux à plus faible impact factor. Toujours dans cette étude, c'est la croissance, donc en gris foncé, c'est les hommes, et en gris plus clair, c'est les femmes. On voit quand même qu'il y a une augmentation progressive du nombre de publications des femmes jusqu'en 2014, et que depuis 2014, le nombre de publications faites par les femmes est plutôt à la stabilité, jusqu'à 2019-2020. Donc ça, c'est un message, même si les femmes publient de plus en plus, ça a tendance à se stagner là, depuis 2014. Une autre étude 2023 qui montre à quel point dans les gros journaux type JAMA et New England, eh bien, la publication des femmes progresse, mais faiblement. Alors, sexe non déclaré, c'était en vert clair. Les femmes, c'est en jaune. Et en violet, c'est les hommes. Et donc, ça, c'est le nombre de publications en première auteur dans le JAMA à gauche et dans le New England Journal of Medicine à droite. Donc, c'est vrai, on voit qu'au fur et à mesure des années, hein, là, c'est de 1990 jusqu'à 2020, les femmes publient de plus en plus dans ce type de journaux, même si ça reste, vous l'avez bien vu, une minorité. Mais on ne peut pas dire que ça ne progresse pas, mais ça progresse très lentement au vu de la forte proportion des femmes. Et pareil, ici, pour les derniers auteurs, vous voyez, c'est encore plus faible hein, ici. Ça progresse très peu hein, pour le New England. Il y a très peu de femmes qui publient dans ces types de journaux en tant que dernière auteur, donc comme je vous l'ai dit, comme encadrante. Une autre étude de 2023 sur toujours en réanimation. Et là, ils regardaient 1790 participants issus de 28 journaux de soins intensifs. Donc, on a regardé 28 journaux, on a regardé qui avait écrit dedans, donc une majorité d'hommes, une minorité de femmes. Et puis, on regardait dans ces journaux les femmes, leur place en tant que reviewers et éditeurs en chef. Alors, si on regarde des journaux que vous connaissez, par exemple Intensive Care Medicine, eh bien, on voit que les éditeurs en chef sont des hommes,
il n'y en a jamais eu de femmes, et que dans les reviewers, c'est une majorité d'hommes. Et vous allez retrouver cette même information globalement partout. Alors vous savez que quand vous publiez un article, eh bien, vous allez le soumettre à un journal, et dans ce journal, eh bien, il y a plein de petites équipes qui sont divisées en fonction de la thématique. Et donc, ça va être des reviewers qui vont relire votre papier, vous fournir des commentaires, accepter, rejeter votre papier. Et vous avez un éditeur en chef ensuite à qui ces reviewers envoient leur reviewing, et l'éditeur en chef tranche. Si le papier est accepté en révision majeure, pour lequel vous devez retravailler le papier, en révision mineure, ou accepté d'emblée, ce qui n'arrive jamais. Et donc, ces éditeurs en chef, eh bien, vous l'aurez compris, sont en majorité des hommes. Et dans les reviewers, ce sont également en majorité des hommes. Et donc là, c'est assez flagrant, hein, parce qu'on a 4 éditrices en chef pour des gros journaux, hein, et donc là, c'est des journaux dans le monde entier, hein, parce que ce n'est pas que français. Et les hommes, vous voyez que c'est une majorité écrasante. Toujours dans cette étude, eh bien, on regardait le... Ça, c'était sur le... Ah oui, le facteur, ça c'est intéressant comme information, c'est que si on publie dans un journal européen, si on est dans un journal européen, eh bien, c'est un facteur de risque de disparité de genre. Les journaux européens font moins attention à équilibrer la parité entre les reviewers et les éditeurs en chef versus d'autres continents qui font un peu plus attention. Ça, c'est comme un message. On peut se dire que peut-être, comme on a tous des biais, on en a parlé tout à l'heure, eh bien peut-être qu'un éditeur en chef masculin va privilégier des papiers issus d'hommes, moins de femmes. En tout cas, il y a des journaux où il n'y a pas cette parité. En tout cas, on ne prête pas attention à cette parité. Les reviewers sont en majorité des hommes. Et peut-être, c'est une supposition, que ça pourrait influencer sur le choix d'accepter ou non un papier géré par une femme. Une autre étude plus récente, 2021 cette fois-ci, là ils ont regardé 218 études, ça fait quasiment 1 million de médecins auteurs. Et cette étude, elle est vraiment intéressante et je vous ai simplifié les messages. Le premier message de cette étude, c'est qu'un PUPH, c'est avant tout un homme. Un homme sera plus facilement nommé PUPH et on prend ici à expérience productivité académique et spécialité identique. Si vous prenez 2 personnes, un homme, une femme, vous lui mettez le même nombre de points SIGAS, le même investissement à la faculté, le même investissement en pédagogie, la même spécialité, la même expérience, eh bien, il y aura plus d'hommes qui seront nommés que de femmes. Le deuxième message dans cette étude, c'est que les hommes vont publier davantage que les femmes. On est toujours ici à expérience identique, on est toujours ici à spécialité identique, mais entre un homme et une femme, l'homme va clairement publier plus. Troisième message dans cette étude, c'est que l'homme gagne davantage. On est toujours ici à expérience similaire, même âge, même productivité académique, même spécialité. Au même âge, même spécialité dans un service, un homme va gagner davantage. C'est une différence de 33 000 $ par an. Donc, c'est une étude qui a été faite majorité aux États-Unis, c'est pour ça que c'est en dollars. Et enfin, ça, je vous l'ai déjà dit, c'est que l'homme, il est plus facilement chef de service. Et vous l'avez vu pour les services de médecine intensive et réanimation, où c'est assez flagrant. Et donc, on a une inégalité de genre dans toutes les spécialités, tous les pays, si c'était toutes spécialités confondues, ce n'était pas uniquement la médecine intensive et réanimation. Enfin, pour essayer de terminer de vous convaincre sur le fait qu'il y a en tout cas des disparités de genre, une dernière étude, AJRCCN 2020, près de 19 000 articles, et a regardé les premiers auteurs et les derniers auteurs. Donc, les premiers auteurs, derniers auteurs féminins n'ont pas trop changé au fur et à mesure du temps, ça, je pense que vous l'avez compris. Mais alors, le message, je trouve, qui est très intéressant dans cette étude, si on prend comme référence l'homme, eh bien, un homme, quand il va publier un article, il va plus facilement privilégier un homme en premier auteur, récompenser un homme en premier auteur, et mettre beaucoup d'hommes au milieu. Donc, vous savez, quand vous publiez un papier, vous avez le premier auteur, le dernier auteur, deuxième, avant-dernier auteur qui valent des points, et ensuite vous avez tous les auteurs du milieu qui ont participé à l'étude, relu le manuscrit, aidé à sa conception, mais qui ont un rôle bien sûr moindre que les 2 premiers auteurs et les 2 derniers. Eh bien, quand un homme mène une enquête, une étude,
une revue, une méta-analyse, quelque étude que ce soit, eh bien l'homme va privilégier, il va y avoir, privilégier un homme en premier auteur et il y aura beaucoup d'hommes dans tous les autres auteurs. Très peu de femmes. À l'inverse, quand c'est une femme qui mène ce type de projet scientifique, eh ben, il y aura plus de femmes dans les co-auteurs. Elle aura tendance à plus facilement mettre une PH qui a participé, alors qu'un homme aura tendance à mettre son collègue chef de service. La femme, elle va avoir tendance à mettre l'assistante qui a participé, la PH, et pas forcément que le représentant masculin de l'équipe. Idem, hein, quand c'est une femme en dernier auteur, donc encore une fois qui encadre un projet scientifique, eh bien ce sera plus facilement une femme en premier auteur. Et ça, c'est bien montré dans cette étude, qui est quand même une grosse étude, hein, qui a été publiée dans la JRCCN. Donc une femme premier auteur, elle a plus de chances d'être premier auteur, d'être récompensée de son travail, on peut dire ça comme ça, si elle est encadrée par une femme. Ça, c'est quand même un gros message, je trouve. Alors, est-ce que c'est pareil chez nos collègues médecins anesthésistes réanimateurs? Deux diapositives pour comparer un peu à notre co-spécialité, on peut dire, hein, puisqu'on travaille main dans la main avec nos collègues médecins anesthésistes réanimateurs. Eh bien, ils ont globalement la même structure, hein. Finalement, la proportion de femmes médecins, elle est globalement stable. On est toujours entre 35 et un petit 40%. Idem, hein, il y a très peu de femmes à des postes clés médico-politiques. Il y a 9% de femmes PUPH en anesthésie-réanimation, donc c'est franchement pas beaucoup mieux que nous. Idem, hein, elles ont les mêmes problèmes dans cette spécialité. Elles sont le plus souvent à l'hôpital public, elles ont plus de mal à être dans des hôpitaux universitaires et elles sont très rarement présidentes de commissions, très rarement présidentes de commissions d'effectifs, de choses administratives, comme nous, dans notre spécialité. Et enfin, un dernier message pour vous dire que c'est quand même bien de travailler ensemble, les hommes, les femmes, sans faire de différence. Et ça, c'est une petite étude. Enfin, c'est pas une petite étude, c'est une étude en 2022 sur qui a regardé plus de 6 millions de papiers publiés depuis les années 2000. Et regardé l'impact de travailler ensemble, d'avoir des équipes mixtes, alors qu'il y a des équipes qui sont à prédominance masculine, des équipes de recherche. Et donc, il montrait que finalement, la probabilité de publication, elle était meilleure hein, quand on travaillait avec des équipes mixtes, hommes-femmes. On avait plus de chances de publier dans des journaux à haut impact factor quand on avait des équipes mixtes et pas des équipes 100% masculines comme certaines existent, même si c'est sans faire attention, c'est le hasard, c'est pas forcément la discrimination. En tout cas, c'est mieux de travailler ensemble sans forcément faire de discrimination de genre. Et donc, dans cette étude, il synthétisait, il concluait en disant que le caractère innovant, ou la publication dans des gros journaux, eh bien, c'était associé à la taille et à la mixité de l'équipe. Et enfin, plus récemment, on a fait une enquête avec le FEMIR, donc qui était une enquête avec l'ensemble de l'équipe. C'était un questionnaire qui avait été envoyé et on a eu 371 répondants, principalement des jeunes hein, de moins de 40 ans, en couple ou mariés principalement, qui avaient des enfants ou pas d'enfants. Et on leur demandait un petit peu ce qu'ils avaient vécu en termes d'inégalité. Alors, dans cet interrogatoire, hein, donc c'est déclaratif, on a interrogé des femmes. Elles nous disaient que être une femme, c'était pour elles un frein à leur avancement de carrière, que pour elles, la grossesse, c'était clairement une barrière hein, pour l'avancement également de leur carrière. Hein. C'est quasiment 80% qui disent que la grossesse, c'est un vrai problème de nos spécialités, qu'elles ont des difficultés entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et qu'elles espèrent en tout cas un moment se mettre avec un temps partiel, en tout cas un temps réduit pour essayer de gérer ça au mieux. Et qu'est-ce qu'elles avaient vécu, ces femmes? Eh bien, des humiliations dans l'espace de travail, du harcèlement sexuel ou du harcèlement moral. Et vous voyez que ce n'est pas des petits chiffres. Encore une fois, c'est déclaratif. Néanmoins, voilà, c'est quand même plus d'une femme sur deux hein, pour tout ce qui est sexuel qui était déclaré. Donc, c'est quand même des chiffres inquiétants. Et donc, d'après cette enquête et tout ce que vous avez vu avant, il y a un vrai impact de genre dans la carrière, dans la qualité de vie, dans le ressenti, qui est en tout cas lié au genre. Concernant la qualité de vie, eh ben, il y a 46% des femmes hein, qui disaient qu'elles avaient une qualité de vie entre 0 et 6, hein, entre 1 et 6, pardon. 1, c'est vraiment une très mauvaise qualité de vie et 10, c'est une excellente qualité de vie. Vous voyez que les femmes ont un ressenti aussi d'une qualité de vie qui est moins bonne
Encore une fois, avec toutes les critiques que cette enquête a, hein, c'est une enquête déclarative, tout le monde n'a pas répondu, il y a pas de, on n'a pas interrogé les hommes, donc il faut prendre ces résultats avec des pincettes. Néanmoins, il y a quand même un message qui peut se dégager. Et donc, vous l'aurez compris, il y a des conséquences à avoir des biais, à avoir des inégalités entre les femmes et les hommes, à avoir des équipes peu diverses, peu incluses. On voit que ça, c'est un vrai problème. Et puisque voilà, ça conduit à des discriminations, des violences sexistes. Le travail des femmes, il est sous-valorisé. On a vu hein, que pour des femmes qui ont la même compétence, alors qui travaillent parfois au sein d'un même service, elles ont des salaires différents, elles sont moins nommées, elles sont moins des postes clés, alors qu'elles sont tout aussi légitimes. Là, on ne cherche pas à comparer hommes-femmes, on cherche à comparer des personnes de compétences égales. On voit qu'elles sont moins présentes à des postes à responsabilité, et on voit que dans des études, ça montre qu'on fait aussi de la science de moins bonne qualité. Ça, c'est quand même intéressant. Alors que si on travaille ensemble, eh bien, on a voilà, des meilleures idées, on a une meilleure confrontation de la critique, et ça peut potentiellement altérer la qualité des soins. Et donc, pour faire le retour par rapport aux premières diapos, c'est une vraie atteinte aux droits constitutionnels. C'est un impact négatif sur les femmes et potentiellement sur notre prise en charge des patients. Tout ça pérennise les inégalités et on vous l'a dit, ça atteint le pronostic des patients puisque quand on a des biais, eh bien, forcément, ça peut se ressentir sur l'équipe avec laquelle on travaille, mais aussi sur les patients. Et donc c'est pour ça que le groupe FEMIR a été mis en place. Ce groupe FEMIR, il fait partie donc c'est un groupe de travail de la SRLF et on avait plusieurs actions à mener. Et on a 10 thèmes sur lesquels on essaie de travailler. Donc déjà, c'était de créer un groupe au sein d'une société savante qui était, comme je vous l'ai dit, à prédominance masculine. Et donc tout ça, c'était pour montrer qu'il y avait des femmes en réanimation, qu'elles arrivaient massivement, je vous l'ai montré au début. La démographie des réanimations est en train de changer, même si pour l'instant les femmes qui arrivent sont jeunes, pas encore titulaires, demain elles le seront. Et je vais vous présenter au fur et à mesure ces 10 actions qu'on a menées. Donc, la première action, déjà, c'était de créer ce groupe, de montrer que les femmes étaient visibles pour favoriser la diversité des genres. Et donc, actuellement, donc, le groupe il a été créé en 2019. Il y a 12 membres médecins, il y a des invités permanents, il y a un réseau aussi qui a été créé. Et donc, je vous invite à rejoindre le réseau, au moins pour avoir des discussions, connaître le groupe et puis faire des réunions régulièrement avec nous. Les objectifs, c'était déjà de proposer un état des lieux de la condition des femmes réanimatrices et de leur représentativité, de mieux représenter et amplifier la voix des femmes dans la spécialité. On essaye d'identifier les opportunités pour promouvoir la parité homme-femme au sein de notre spécialité. On fait évoluer les organisations pour essayer d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc, je vais vous montrer après tout ce qu'on fait. Et on essaie d'améliorer l'attractivité en disant que la médecine intensive réanimation, c'est peut-être jusqu'alors fait par les hommes pour les hommes, et qu'on peut aussi être une femme et travailler en réanimation et être très satisfaite de notre spécialité. Les membres, la secrétaire actuelle, c'est Florence Boissier, qui est notre secrétaire actuellement, même si le secrétariat ne va pas tarder à changer. La secrétaire adjointe, c'est Charlotte Salmon-Gandenière, donc Poitiers et Tours. Et puis voilà les membres que vous pourrez retrouver, même si on est en train de... il va y avoir un remaniement, mais c'est en tout cas l'équipe actuelle. La deuxième action qu'on a essayé de faire, Olfa vous en a parlé un petit peu, c'est le mentorat. Et finalement, c'est très important puisque sans vous en rendre compte, vous êtes entouré de chefs de service, de PUPH, de PH masculins. Et donc, c'est compliqué quand on est externe en réanimation, interne en réanimation, de se dire, moi, je suis entouré d'hommes. Est-ce que vraiment cette spécialité est faite pour moi? Est-ce que je peux faire un peu de recherche, un peu de pédagogie, un peu d'enseignement? Finalement, j'ai l'impression que c'est toujours les hommes qui le font parce qu'ils sont plus présents dans la spécialité. Et il n'y a pas de mentorat qui est mis en place. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place. Il y a moins de femmes mentors et donc forcément, ça nous fait moins travailler l'imagination et nous dire que nous aussi, on peut le faire. Et donc le Collège des enseignants de réanimation s'est engagé à promouvoir plus d'enseignantes au webinaire, que ce ne soit pas toujours des hommes qui font des cours, qui est plus d'enseignantes aussi aux journées de formation, et qui est aussi des intervenantes aux séminaires pédagogiques, notamment le séminaire du Collège d'enseignants de réanimation qui se déroule une fois par an dans le sud de la France. Et tout ça, c'est pour supporter, promouvoir les plus jeunes, les mettre en valeur, qu'elles soient aussi plus visibles, qu'elles prennent confiance et qu'elles s'épanouissent davantage. C'est du parrainage également, pour toujours accroître la visibilité des femmes, renforcer leur crédibilité. Forcément, si on est plus visible,
Plus on est invité, plus on va parler, plus on va être crédible, plus on va être visible. Et ça va favoriser l'accession à des postes de direction. Tout ça pour lutter contre les écarts de promotion. Et si on invite toujours des hommes qui parlent toujours du même topo et qu'on voit toujours, et qu'on n'invite pas quelqu'un du service qui fait aussi très bien, mais qu'on invite toujours son chef de service, c'est un peu dommage parce que finalement, elle aussi, elle a travaillé sur le sujet et on accroît sa visibilité et ça renforce sa crédibilité. C'est d'autres choses qu'on a mis en place, c'est par exemple à la SRLF, eh bien, on a travaillé sur des quotas pour la parité au sein du conseil d'administration pour la SRLF. Donc maintenant, à la SRLF, c'est obligatoire. Le CA, le conseil d'administration, il est paritaire. Et actuellement, là, si on fait une photo de toutes les commissions qui existent, il y a une parité dans 10 commissions de la SRLF. Il y a même 5 commissions, il y a plus de femmes que d'hommes. Et il y a 5 secrétaires de commission qui sont des femmes. Et puis, vous le savez, notre présidente actuelle, c'est le professeur Muriel Fartouk, qui est donc la première, qui est voilà, une femme présidente, et donc ça, c'est bien. Au CEMIR également, il y a une parité au sein de la commission pédagogique depuis 2022, grâce au travail du FEMIR. Le FEMIR travaille aussi sur des études, notamment l'étude Gender, c'est une étude européenne sur l'impact de la mise en place d'un groupe de travail de femmes au sein d'une société savante. Est-ce que ça sert à quelque chose de créer le FEMIR dans les sociétés savantes? Eh bien, cette étude, elle montre que oui, c'est utile en fait de créer des groupes de femmes. Par contre, en fait, ça permet de dire, faites attention, vous invitez en permanence des femmes, des hommes, c'est toujours les mêmes. Regardez, il y a aussi cette femme qui a publié ce papier. On fait des réseaux des listes en fait d'expertes et on les propose notamment au comité d'organisation des congrès pour leur montrer que il y a aussi des femmes qui publient, même si elles sont plus discrètes, moins lisibles, moins mises en valeur. Regardez, elles sont là, invitez-les. En tout cas, on vous suggère en tout cas de les inviter. En tout cas, on leur fournit par exemple ce type de liste. Et grâce à ça, on voit qu'il y a plus de femmes qui sont membres de sociétés savantes. En tout cas, ça a permis quand même une progression dans les sociétés savantes, notamment la SRLF. Il y a une augmentation du nombre de femmes qui sont membres. Pareil pour les IM. Le nombre de médecins responsables de commission. Bon, la SRLF, ça a vraiment bien fonctionné. Hein. Ça a moins fonctionné pour d'autres sociétés savantes où c'est resté globalement stable, voire moins bien. Le nombre de médecins au sein du comité exécutif, eh bien, le fait d'avoir un groupe de femmes au sein des commissions, vous voyez que ça a un impact sur le nombre de médecins femmes au sein des comités exécutifs. Le nombre de médecins au sein des comités exécutifs avec des postes à responsabilité, eh bien idem, hein, ça a permis une progression, le FEMIR, même si ce n'est pas le cas dans d'autres sociétés savantes. Et puis le ratio hommes-femmes parmi les médecins orateurs au congrès, ça progresse. Ce n'est pas encore parfait, mais en tout cas, on a un plus 10-15% de femmes oratrices lors des congrès. En tout cas, voilà, il y a toujours le FEMIR derrière qui leur rappelle que cette année, il y a eu tant de femmes oratrices, tant de femmes invitées. Et donc, c'est intéressant de délivrer ce message. Le quatrième axe d'action du FEMIR, eh bien, c'est de proposer d'améliorer la qualité et la diversité du processus d'évaluation des papiers. Je vous l'ai dit, hein, dans chaque revue, il y a un comité éditorial et ce comité éditorial va reviewer les papiers qui sont soumis et donc on essaye de réduire les différences entre hommes et femmes. On essaie de proposer maintenant les journaux affichent le nombre de femmes revieweuses sur leur site internet. Et ça, c'est grâce aux actions des groupes de femmes, notamment en réanimation. Cinquième, sixième objectif, c'est de travailler sur les biais. Olfa vous en a parlé, les biais inconscients, on en a tous. Il faut savoir les reconnaître, il faut savoir travailler dessus. C'est aussi des formations pour essayer de développer ses compétences, notamment en termes de leader. Et donc, pour ça, le FEMIR propose des journées de formation avec des experts pour essayer de prendre conscience de nos limites, des limites qui nous entravent au quotidien, et donc de travailler dessus. On fait aussi des vidéos. Alors, vous verrez sur le site de la SRL, je vous invite à regarder ces parcours de femmes. Alors, ça peut être des petits podcasts, ça peut être des vidéos sur des parcours de femmes réanimatrices, mais pas que. On essaie aussi de diversifier, notamment avec Agathe, le type de femmes qu'on interroge. Ça peut être des scientifiques, ça peut être des infirmières qui ont des parcours assez admirables, en tout cas qui changent un peu de voix, qui font d'autres choses, et de montrer que c'est possible, et qu'on peut faire plein de choses en étant une femme en réanimation. Il n'y a pas que les hommes qui sont mis en lumière. Et donc ça permet d'illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de dire. C'est aussi du contenu pour les internes, donc notamment là, à la journée d'intégration des nouveaux internes, on fait une présentation du FEMIR, on fait un petit point sur ces inégalités,
On fait des webinars, là, actuellement. Et puis, on en fait aussi à l'enseignement national présentiel. Pour les enseignants, à chaque fois qu'il y a un séminaire pédagogique par le Collège d'enseignants de médecine intensive de réanimation, eh bien, on fait un point FEMIR, où est-ce qu'on en est dans le nombre de participants au congrès, le nombre dans des commissions, le nombre de secrétaires de commission. Voilà, on fait toujours un petit point chaque année pour que tout le monde soit bien informé. On est présente en tout cas. Et puis, ben, on parle à chaque fois de nos formations. Sur le site également, on propose des veilles bibliographiques, des vidéos, je vous en ai parlé. Et on est présente au congrès avec à chaque fois des sessions aussi féminines, voilà, pour essayer voilà, que notre groupe de travail soit visible. On fait également des études, et ça, c'est les études qui sont en cours, notamment l'étude gender, je vous en ai parlé. On fait aussi une enquête sur le congé maternité, le congé paternité auprès des chefs de service et des femmes, la prise en charge de la médecine aussi autour de la femme. Et puis, voilà, c'est les grosses études qui sont en cours. Et puis enfin, on travaille le réseau, on essaie de se connecter avec d'autres réseaux nationaux, internationaux pour travailler avec d'autres groupes de travail féminins, avec l'objectif de changer les comportements sociaux et de permettre une égalité réelle. Voilà un petit résumé de toutes les actions. Hein. C'est des actions qui sont relevantes, hein, qui ont été publiées dans Critical Care et qui disent à quel point c'est important d'avoir des actions, de travailler, comme vous l'a dit Olfa, sur les biais et que si on ne sait pas qu'on a des biais, ben, on ne peut pas travailler dessus. Et un autre papier qu'on avait publié montrant tout ce que fait le groupe FEMIR, tant sur le plan local que sur le plan national que international, et que c'est important que des groupes de femmes travaillent dessus. Donc en conclusion, en 2021, eh bien, il y a 85% de femmes qui disent subir des discriminations de genre et que ça a un vrai impact sur leur vie personnelle et leur carrière. Il y a une sous-représentation des femmes en médecine intensive réanimation, même si ça tend à arriver. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes qui prennent la spécialité. Pour l'instant, elles ne sont pas encore titulaires et elles sont jeunes. Il faut qu'elles restent maintenant dans la spécialité pour vraiment qu'on ait ensuite des femmes plus âgées et qu'il y ait un équilibre qui se trouve entre hommes et femmes. Par contre, il y a une nette sous-représentativité dans les postes à responsabilité et pas que dans notre spécialité, c'est globalement à l'hôpital. Il ne faut pas espérer des changements spontanés parce qu'il y a plus de femmes en médecine. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de femmes en médecine dans les autres spécialités, hein, notamment si on prend des exemples très caricaturaux comme l'endocrinologie, la dermatologie, les chefs de service sont toujours des hommes. Hein. Il y a 2 hommes par promo et c'est toujours les hommes qui sont chefs de service, poste à responsabilité, alors que la spécialité est très féminine. Donc ce n'est pas parce qu'il y a plus de femmes que les femmes ont des postes à responsabilité, sont présentes dans les sociétés savantes, s'investissent à la faculté, dans les commissions hospitalières ou que sais-je. Et donc, c'est important d'avoir des actions concrètes, de s'engager, tous et toutes. Ici, on ne parle pas de combat homme-femme, hein, je le dis souvent, ce n'est pas du tout un combat entre les sexes, c'est plutôt le bien vivre ensemble et comment on peut tous progresser. Et donc, il y a un véritable rôle de chacun pour voilà, que les choses changent. Donc, le féminisme, c'est pour tout le monde. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire, en espérant qu'on ne vous ait pas découragé sur le fait de travailler en réanimation. Mais tout ça, ça nous montre bien, enfin, les études elles sont claires. Hein. Maintenant, on a des appuis scientifiques qui nous montrent qu'aujourd'hui, si on fait rien, il n'y a rien qui changera pour la suite. Ça, c'est clair. Et même quand on est jeune interne de mire, il faut qu'on ait ça en tête. Et si on a un conseil à vous donner, enfin, je pense que Alexandra, tu seras d'accord, c'est que si on veut faire de la recherche, si on veut une carrière universitaire, alors ça se décide le plus tôt possible en internat, parce que c'est des choses qui sont longues et qui prennent du temps, et que dans l'idéal, si c'est possible, il faut se rapprocher plutôt de femmes, parce que c'est ça qui va être probablement le tremplin, en tout cas quand on est une femme, pour avoir accès à une carrière universitaire. Alors, je dis pas que c'est impossible, hein, que si vous avez dans des services où il y a que des PUPH hommes, mais en tout cas, c'est probablement plus facile quand il y a déjà un mentorat avec une femme au bout. Je pense que je sais pas si c'est la marche Ouais, à suivre si on veut avoir une carrière universitaire, mais je ne sais pas, c'est simple, mais ouais. en tout cas, déjà savoir que c'est possible, et c'est vrai que quand on est plus jeune, le fait que ce soit toujours des hommes, on se dit que c'est pas fait pour nous, qu'on va pas réussir parce que la vie fait que beaucoup de choses sont encore gérées par la femme au sein du foyer familial, je ne vous apprends rien. Et en tout cas, se dire que c'est possible, qu'il y a des femmes qui arrivent, qu'on est de plus en plus nombreuses. Et ça, c'est pour les carrières universitaires, mais aussi hein, la vie de PH, parce que la vie d'universitaire ne fait pas rêver tout le monde et tant Mm. mieux.
Mais même les PH, hein, on prend l'exemple, alors Florence Boissier qui est PH à Poitiers et qui est, moi, un médecin que vous allez forcément entendre parler, qui fait un travail extraordinaire d'enseignement, de recherche, qui est très présent dans plein de commissions, qui fait vraiment beaucoup de choses extra-cliniques et qui est très présente dans notre vie de réanimatrice. Eh bien, elle est PH, elle n'est pas universitaire et on peut tout à fait être très visible, faire beaucoup de choses en tant que PH. Et pour ça, voilà, ne vous bridez pas. C'est ça le message que je veux dire, c'est que bah Ouais. oui, on peut faire plein de choses universitaires et c'est tant mieux. Mais voilà, en tant que PH, on peut aussi être très visible. Mais voilà, il faut en effet, voilà, il faut savoir qu'on peut le faire. C'est déjà un message. Ouais, c'est ça, hein, parce que finalement, on parle souvent quand même, de l'autocensure et on mesure pas à quel point, en fait, ça prend de l'ampleur et surtout au fur et à mesure de l'internat, j'ai l'impression. Mais il faut pas se brider, vraiment, c'est je pense le plus important. Il faut garder ses idées et puis, essayer de les concrétiser en se rapprochant, de personnes qui peuvent, nous aider. Que ce soit PH ou PUPH et quand on parle de la répartition des femmes en disant qu'on est c'est féminisé, alors effectivement, oui, il y aura forcément plus de femmes si elles n'arrêtent pas toutes, des femmes en réanimation. Mais, c'est ce que tu disais à un moment, hein, quand on parle des chefs de service, c'est souvent finalement dans les CH périphériques. Alors, c'est très bien d'exercer en CH périphérique, mais c'est aussi plus facile entre guillemets, d'être à la SRLF, d'être dans les membres des commissions quand on est dans les CHU et c'est important, que, bah, à l'avenir, même des PH puissent être, dans les services, de CHU. Agathe, je ne sais pas si tu avais des questions ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou, on pourra les Non, retranscrire. c'était très bien. Merci beaucoup, Alexandra, pour ta présentation. Non, j'allais me faire un peu l'avocate du diable en disant, en effet, est-ce que c'est pas juste une question de temps? Mais en fait, tu as très bien répondu au moment de ta conclusion en disant, ben non, ce n'est pas qu'une question de temps. Et en effet, je peux témoigner, en pédiatrie, on a une spécialité, parce que je suis pédiatre réanimatrice. En pédiatrie, on est une majorité de femmes et il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, ce n'est pas qu'une question de temps. Ouais, ça, c'est vraiment majeur, hein. Les gynécologues, les endocrinologues, les dermatologues en parlent beaucoup. C'est vraiment un homme par promo et c'est forcément à lui qu'on propose le master 2, c'est forcément à lui qu'on propose la thèse d'université. Encore une fois, ça c'est pour les choses universitaires, mais voilà, c'est pareil pour les postes de PH, quoi. C'est toujours plus simple quand on est un homme, il n'y aura pas de congé maternité, enfin, voilà, des choses que vous avez déjà dû voir au sein de votre cursus d'externe peut-être. En tout cas, ne vous découragez pas. L'objectif de Stopo, c'est pas de vous dire ne faites pas la réanimation. Je trouve que les choses évoluent et le groupe féminin voilà, montre quand même qu'il y a des choses positives qui arrivent. Vous arrivez en masse et ça, c'est bien. Les conditions de travail changent aussi hein, entre ce que vous avez maintenant, ce que nous, on a vécu alors qu'on n'est pas très vieille, hein, entre Justine, Agathe et moi, et ce que voilà, des mentors ont vécu. Tout change, tout s'améliore, les conditions de travail changent. Et donc, la femme va trouver aussi une place des conditions de vie plus agréables et donc sans doute des carrières qui vont s'ouvrir également. En tout cas, ce n'était pas du tout un message décourageant. Voilà, c'était un constat et on va vers du mieux. Mais c'est toujours bien de constater, on pourra s'améliorer. Et toutes les spécialités n'ont pas leur groupe, hein, de femmes, de leur spécialité. Donc, c'est presque une chance quand même que, ça fait déjà, presque ça va bientôt faire 6 ans, en 2025, que le FEMIR existe et donc c'est quand même une chance que ce groupe, il soit déjà installé et que, bah, on continue à veiller à ce qu'il y ait de la parité au congrès, sur les oratrices et que les oratrices, qui sont comptées ne soient pas que des, modératrices, mais des vraies oratrices et ça, c'est, et on y fait attention et donc, bah, voilà. Et pas que des infirmières, parce qu'on a tendance Oui. à penser que les oratrices sont nombreuses, mais en fait, on a un congrès médical et paramédical. Et comme vous le savez, il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. Et donc, il ne faut pas se faire avoir en disant qu'il y a plus d'oratrices féminines. En fait, voilà, on regarde bien les médecins et on distingue des paramédicaux.